Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, chers collègues. C'est avec beaucoup d'attention que nous avons examiné les modalités de création de la SPL Bretagne-Plaisance. Nous comprenons parfaitement les raisons et la pertinence de cette reprise de gouvernance sur Saint-Malo au regard du contexte particulier que connaissent les ports des Sablons et Vauban. Cette gouvernance se justifie finalement chaque fois qu'un bassin de navigation n'apparaît pas géré de manière optimale. En revanche, tant la nouvelle volonté d'une stratégie portuaire régionale que le choix de l'outil pour y parvenir questionnent. L'adhésion à une SPL régionale n'est en rien le seul moyen de parvenir à une homogénéisation de la politique portuaire régionale. Il est tout à fait possible à la région d'intégrer les structures déjà existantes sur les territoires, surtout si elles sont performantes. D'autant que pour chaque nouvelle entrée d'actionnaires, la région devra nécessairement soit augmenter systématiquement et proportionnellement sa participation au capital, et probablement à hauteur de 157 000 € si toutes les collectivités souscrivent à un même ticket d'entrée, ce qui inscrit la région dans une fuite en avant budgétaire, soit limiter le montant de l'entrée au capital des nouveaux actionnaires, puisqu'une seule action suffit. Mais alors, toutes les collectivités locales ne seraient pas égalitaires entre elles. Mais il apparaît désormais que la région poursuit la volonté de faire à terme de cette SPL la structure d'exploitation des ports de plaisance régionaux. Et c'est à l'aune de ce bordereau que nombre de collectivités locales le découvrent. Un nombre de sièges majoritairement détenus par la région, un président non pas élu par le conseil d'administration mais désigné par la région, un directeur général recruté par la région, avec des pouvoirs limités dans un premier temps, stipulation vague et indéterminée, source d'insécurité juridique. Combien de temps dure dans un premier temps, je ne sais pas. Bref, il est clair que le pilotage de cette EPL sera verrouillé et il est à craindre que les communes et agglomérations pèseront plus pour symbolisme qu'autre chose dans l'élaboration future de leur stratégie portuaire de plaisance. J'entends les propos rassurants de Monsieur le Vice-président, mais il aurait été plus rassurant d'associer l'ensemble des collectivités locales en amont à la création de cette SPL, même si à titre liminaire, elle n'intéresse que Saint-Malo. Car vous n'ignorez pas l'attachement de ces collectivités locales à une gestion locale et relativement autonome des ports sur leur territoire. L'approche de la plaisance ne peut être uniforme sur la Bretagne. Les enjeux des ports ne sont pas les mêmes partout. La clientèle brestoise n'est pas la clientèle malouine ou morbihannaise. Certains ports s'inscrivent même dans des champs de compétences férocement concurrents. La course au large, par exemple. Comment la région entend-elle traiter les émulations des territoires? Y aura-t-il des politiques ou des financements fléchés sur certains sites plus que d'autres? Comment la région assurera-t-elle au sein du conseil d'administration la stratégie qu'une collectivité avait validée dans son projet de territoire? Une comptabilité analytique site par site ne peut suffire à respecter ces singularités. Prenons par exemple le cas de l'opérateur Sailor, puisqu'elle a été citée, qui assure sur l'Orient Agglomération la gestion de 3500 places à travers 3 ports régionaux, certes, Lorient, Kernevel et la base, mais aussi 2 ports départementaux, Port-Louis et Gavre, un port communautaire, Guidel, 2 équipements qui lui sont propres, le port à sec et la base logistique course au large, 3 zones de mouillage en contrat de prestation de services à Hennebont, Pleumeur et les mouillages du Sivu dans la Laïta, et bientôt les mouillages de la rade pour 450 anneaux supplémentaires. La stratégie de la plaisance ne peut donc se faire sans les 3 ports régionaux de Lorient, Kernevel et la base, mais elle ne s'y limite pas non plus. Enfin, il faut rappeler que les enjeux de la plaisance ne se limitent pas à la gestion des ports, mais s'étendent aussi à d'autres équipements portuaires, nautiques ou de tourisme, et que l'ensemble constitue une unité économique et touristique spécifique et cohérente sur les territoires. Toujours pour illustration, la Sailor gère l'astier de la voile, la muséographie de la base, une école de voile, un haras, des gîtes. Mais mon exemple favori se décline évidemment de la même façon dans tous les territoires. Il est évident que la gestion de tous ces équipements ne peut s'inscrire que dans une stratégie globale, élaborée localement et non à Rennes. Certaines collectivités locales ont délibérément opté pour une SEM plutôt qu'une SPL, parce que les premières peuvent développer des activités commerciales tierces qui viennent abonder leur chiffre d'affaires. Je pense par exemple à toutes les activités de conseil réalisées par la Sailor en France et à l'étranger. Ces activités ne seront plus possibles dans le cadre d'une SPL, sauf à créer une sous-EPL, en l'occurrence une SEM, aux côtés de la SPL Bretagne-Plaisance. Et c'est ce que le département du Morbihan a été contraint de faire
alors qu'il avait initialement choisi l'outil SPL avec la Compagnie des ports et une création ultérieure de SEM à tout port. Aussi, je ne suis pas convaincue de la pertinence de l'outil SPL en matière de plaisance, bien que je concède à cet outil toutes les vertus, je ne suis pas certaine que ce soit le meilleur outil en matière de plaisance. Nombre de collectivités locales souhaitent que leur stratégie portuaire partagée avec la région et le département reste définie au niveau de leur territoire et non au niveau régional. Très opportunément, le Césaire s'interrogeait sur la nature et l'étendue des liens établis avec les autres structures de gestion des ports de plaisance et les collectivités territoriales. Ont-elles été consultées? Étaient-elles demandeuses de cette mutualisation? J'ai interrogé 3 collectivités territoriales, dont Brest et Lorient. La réponse est non. Si elles avaient été associées en amont à la réflexion de la région, elles auraient pu lui faire part de leurs besoins et de leurs projets locaux, partager leurs expériences, faire remonter les écueils auxquels elles ont été confrontées ces dernières décennies avec leurs outils de pilotage. Désormais, au terme de leur concession, elles vont se retrouver à choisir entre l'adhésion pure et simple à la SPL régionale ou quoi? Auront-elles réellement la possibilité de se voir accorder un renouvellement de concession de la région? La rédaction des statuts de cette EPL et de son pacte d'actionnaires inquiète déjà. D'abord, le pacte d'actionnaires prévoit que tout nouvel actionnaire devra y adhérer obligatoirement au moment de son entrée au capital. Cette modalité la prive de toute négociation préalable. Ce pacte ne pourra être modifié qu'à l'unanimité des actionnaires. Plus la SPL grossira en nombre, moins il sera facile d'obtenir une unanimité et donc plus il sera difficile pour les nouvelles collectivités entrantes de faire respecter leur singularité via une évolution de texte spécifiquement conçue avec Saint-Malo. Ensuite, les avances en compte courant d'associés échapperont au contrôle du conseil d'administration puisqu'elles seront décidées entre le président du conseil d'administration et l'actionnaire intéressé. Or, nous savons que le financement de nombre d'actions sur les territoires se réalise régulièrement par des avances en compte courant d'associés, ce qui favorise un risque de dérive, même inconscient, de gestion par clientélisme. Encore, il est prévu la possibilité de désigner des directeurs généraux délégués, un par commune actionnaire, mais dans la limite de 5 maximum. Après l'ouverture du capital de la SPL à 4 nouvelles communes, les actionnaires suivants n'auront plus la possibilité d'avoir un DG délégué veillant à leur singularité. En revanche, pas un mot sur les investissements que la région entend réaliser dans les prochaines années. Ces investissements seront à la discrétion de la région en tant que principal décideur. Il est évident que les collectivités locales n'ont pas attendu après la région pour développer depuis des décennies les infrastructures portuaires. Il faut également rappeler qu'elles le pourraient davantage avec des durées de concession plus adéquates. C'est là que les collectivités territoriales peuvent y perdre, puisqu'elles n'auront plus la maîtrise de leur politique portuaire et leur stratégie en matière économique ou de plaisance peut en être durablement affectée. Pire, il n'est nullement prévu, ni dans les statuts, ni dans le pacte d'actionnaires, de reprise des amortissements. Les investissements à ce jour réalisés par les communes ou les collectivités territoriales depuis des décennies vont-ils revenir à la région sans dédommagement ? Les collectivités locales sont particulièrement réservées, pour ne pas dire hostiles, à l'idée de transférer tout le pouvoir de décision à une structure régionale, alors même que leurs opérateurs locaux ont démontré leur efficacité. À tout le moins, elles auraient dû être associées bien plus en amont à des discussions, tant sur la volonté de la région de reprendre la gouvernance des ports de plaisance que sur la pertinence de l'outil, la SPL, choisi. Les collectivités locales nous écoutent, elles ont besoin d'être rassurées, les réponses et les garanties que vous leur apporterez seront déterminantes pour elles. Je vous remercie.